Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 4 octobre 2024. Alors que les marchés attendent toujours d'en savoir plus au sujet de l'emploi américain et au sujet des cibles israéliennes en Iran, il semblerait que de plus en plus de commentateurs boursiers et de banquiers centraux se sont tous mis d'accord pour réinventer le vocabulaire de la finance. Alors parce qu'il faut retenir qu'après Powell qui ne baisse plus les taux mais qui les recalibre, ce matin je suis tombé sur un article qui expliquait que la baisse du CAC 40 d'hier, qui a perdu 1,32%, c'était pas une baisse, c'était un ajustement. Il va donc falloir apprendre à réinterpréter tout ce qu'on lit parce qu'actuellement on n'a tellement pas envie que les choses baissent qu'il faut inventer de nouveaux mots. Alors, vous me direz sûrement que cette remarque n'a rien à voir avec les marchés financiers, mais au contraire, je commence à penser que tout ça est complètement symptomatique. On insiste tellement sur le fait que tout va bien dans l'économie et la finance que lorsque les indices commencent à baisser franchement, on essaye un tout petit peu de cacher les choses avec des mots qui font forcément un tout petit peu moins peur. Donc du coup, lorsqu'on doit baisser les taux parce qu'on est terrorisé par une éventuelle récession, on ne baisse plus, on recalibre, ce qui fait quand même vachement plus réflexion d'un ingénieur avec plein de diplômes que panique d'un banquier qui recevrait des rapports pourris de la part de ses employés et qui ne sait plus comment essayer de rattraper le coup sans qu'on se rende compte que tout part en vrille et qu'à la fin, de toute façon, ça va lui retomber dessus. Donc si je dois me moderniser et m'appliquer à communiquer dans le vrai langage de la nouvelle finance moderne, il va falloir que je m'achète un dictionnaire des synonymes pourris qu'on utilise dans la finance. Parce que pour moi, jusqu'à maintenant, ça a toujours été la même chose. Quand on vous colle une baffe en plein visage, c'est toujours une baffe en plein visage. Et pas simplement une manière diplomatique de vous remettre les idées en place. Enfin, c'est ce que je croyais jusqu'à maintenant. Donc si on reprend le cours de nos vies, hier, les marchés financiers occidentaux ont tous plus ou moins passé leur journée à s'ajuster en attendant d'en savoir plus sur les chiffres de l'emploi qui pourraient pousser la Fed à recalibrer les taux différemment. Les marchés étaient également concentrés sur les projets diplomatiques de Benjamin Netanyahou qui pourrait envisager de restructurer l'industrie pétrolière iranienne en rénovant les bâtiments qui abritent l'industrie en question à grands coups de missiles Tomahawk afin de réorienter leur business en direction de l'élevage des chèvres en territoire aride. Bon, ce qui est assez intéressant à voir dans cette nouvelle interprétation du vocabulaire financier, c'est que lorsque ça baisse, on adoucit les angles avec des mots qui ont l'air plus techniques que panique. Mais par contre, en revanche, lorsque le marché monte, alors dans ce cas précis, on utilise des mots comme envoler, explosion ou encore courir vers de nouveaux records. Même si l'indice concerné est en hausse de 0,22%, cela reste donc une explosion haussière. De là à se dire qu'on a tellement peur que ça baisse que l'on n'ose plus dire les vrais mots. Il y a un pas que je ne vais pas franchir dans cette histoire, mais moi qui lis quand même un wagon d'articles financiers tous les matins dans plein de journaux, je commence à me dire qu'on marche un tout petit peu sur la tête dans notre manière de nous exprimer. Toujours est-il que l'histoire de la séance d'hier est toujours la même. On a la trouille de ce qui pourrait nous tomber dessus au sens propre comme au sens figuré. On est toujours en train de tergiverser sur ce qui pourrait se produire en fonction des chiffres des NFP qui sortiront tout à l'heure. Et de l'autre côté, on se demande comment Israël va faire pour aplatir l'Iran tout en leur coupant l'envie de riposter, ce qui est quand même le plus important. Alors en ce qui concerne les chiffres de tout à l'heure, on retiendra que les experts en prévision économique qui bossent à mi-temps pour le service météo de la chaîne télé locale, ils ont tous validé leur ticket de loterie. Ouais, moi aussi, je peux utiliser des termes différents. À l'heure actuelle, on s'attend à 140 000 créations d'emplois, mais il faut noter que Goldman Sachs pense de leur côté que ça sera plutôt 165 000 et l'UBS a misé sur 180 000. Donc tout le monde est en train de se dissocier de tout le monde. Alors, perso, moi j'ai tout mis sur le 23 rouge et puis on verra bien un pair et manque. Cependant, tout le monde est d'accord pour dire que c'est surtout les révisions des mois passés qui seront importantes et qui nous permettront de voir surtout si le Bureau of Labor Statistics, qu'on appelle aussi le BLS, est aussi mauvais qu'ils l'ont été depuis 12 mois. Peut-être même 24 mois. Le taux de nombre de personnes qui ont pris du recul sur leur réelle envie de travailler, plus connu sous le terme de taux de chômage, mais qui n'est pas assez inclusif,
à mon sens, bah ce taux-là, il devrait sortir à 4,2% comme le mois dernier. Alors pour le reste des thèmes du moment, on attend bien sûr la réponse de Tel Aviv en direction de Téhéran, réponse qui devrait tomber avant ce soir, puisqu'après c'est Shabbat et que ça va pas être possible. Puisqu'on reste dans la culture juive, on retiendra également que ce soir c'est la fin de Rosh Hashanah et qu'il y a toujours ce bon vieux dicton boursier qui plane sur les marchés qui dit qu'il faut vendre à Rosh Hashanah et racheter à Yom Kippour. C'est un dicton qui fonctionne 50% du temps, mais sait-on jamais. Toujours est-il que les bourses mondiales restent suspendues à ces deux événements qui pourraient revoir la perception des marchés ces prochaines semaines, ou en tout cas ces prochaines heures. Alors pour l'instant, on cherche encore des réponses sur la prochaine session de la Fed. Il y a toujours 35% des experts qui pensent que Powell sera obligé de baisser les taux de 50 BP. Et puis pendant ce temps, eh bien, on notera aussi que le nombre d'Américains qui sont investis massivement dans les marchés actions sont au plus haut, est au plus haut, tout comme le niveau de bullishness qui continue à atteindre des niveaux, des altitudes carrément irréelles. En revanche, on peut noter que le Greed and Fear semble revenir un petit peu. On était à 74, on revient à 67, il revient un peu à la raison. On est toujours en zone d'habilité, mais ça baisse gentiment depuis hier. Et puis pour la première fois depuis un moment, eh ben, on notera qu'il y a plus de puts qui ont été traités sur le S&P 500 que de calls. Ce qui tendrait à vouloir dire que malgré que nous sommes toujours en train de parler de recalibrage et d'ajustement, eh ben, il y en a qui commencent sérieusement à flipper pour la suite. Du côté de l'Asie, eh bien, on retiendra que le Japon est en hausse de 0,5% ce matin, en attendant plus de nouvelles, le taux de chômage. Maintenant qu'ils ont digéré leur nouveau Premier ministre, ils sont un peu en meilleure santé. Hong Kong avance, eux, de 2%, encore à cause du stimulus, sûrement, et puis la Chine, bah, bien sûr, ils sont toujours fermés. D'ailleurs, à ce propos, on notera quand même que le gouvernement chinois, ils ont été super balèzes sur ce coup-là, puisqu'ils ont réussi à nous coller un stimulus juste avant de fermer pour une semaine. En gros, c'est « Venez les gars, vous pouvez acheter !» Ah, oups, non, désolé, c'est les vacances. Revenez dans 10 jours après les rénovations israéliennes en Iran. Et puis alors, il y a le pétrole. Alors je crois que ce matin, le pétrole, c'est presque de la poésie. Non, c'est pratiquement de la poésie. Alors, donc hier, le baril a terminé la séance en forte hausse. Le WTI est à 73,80 ce matin. Alors vous me direz, oui, bon, c'est normal, les tensions au Moyen-Orient, tout ça. Et je dois vous avouer que ce ne sera pas complètement faux, mais il faut tout de même retenir que l'accélération haussière s'est faite plus ou moins au moment où Joe Biden, qui est toujours président des États-Unis, a déclaré à la presse qu'il pensait qu'Israël allait plutôt frapper les raffineries iraniennes à la place des sites d'enrichissement d'uranium militaire. Donc résumons, le gars il est président des États-Unis, on sait aussi qu'il est queue et chemise avec les Israéliens et que la CIA bosse pour lui accessoirement. Mais donc il vient supposer à la télé en direct pour dire que ça va d'abord taper dans les raffineries. Franchement le gars il aurait donné l'heure et la stratégie mise en place, ça aurait été quand même vachement plus simple pour tout le monde. J'en arrive à me demander pourquoi on continue à le sortir. Et puis c'est pas tout alors, il y a aussi un analyste qui a déclaré hier que si les Israéliens frappaient les raffineries, le baril allait monter à 200 $. Eh ben voilà, on y arrive, il suffisait juste de demander. Il y a 2 semaines, tout le monde modifiait son price target pour le baril à 60 $, voire même plus bas, il y avait des gars qui disaient à 48, puis là, pouf, hop, 200 $. On est reparti pour le grand 8 de la connerie au niveau du pétrole. Bon, personnellement, moi je m'en fiche, j'ai fait le plein hier. Pour le reste, eh bien, l'or est à 2682 $, le Bitcoin entame une cure de Xanax autour des 61 000, il est revenu encore une fois dans son range. Et puis j'aimerais revenir sur un truc qui s'est passé hier et qui mérite d'être cité dans cette vidéo pour qu'on s'en souvienne et puis qu'on comprenne bien quand même que par moment, le marché, il est un tout petit peu complètement con. Alors, ces dernières 48 heures, vous avez peut-être aperçu une news qui disait que OpenAI, autrement dit ChatGPT, avait levé 6,6 milliards dans un récent, ce qu'on appelle un round de financement. J'en ai même parlé ici hier. Alors OpenAI n'a pas déclaré qui étaient les investisseurs pour des raisons de confidentialité, mais ils ont quand même réussi à glisser un mot dans la presse pour dire que Nvidia, ils ont quand même mis 100 millions sur la table. Bon, évidemment, ce genre de news, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd qui ferait du recalibrage ou qui voudrait ajuster ses positions. Nvidia a donc pris 3,37% hier, parce qu'ils sont dans OpenAI et que ça va tout changer. Bon, alors je rappelle aussi pour mémoire que Nvidia pèse pas loin de 3000 milliards de capitalisation boursière et que pour eux, 100 millions, c'est de la menue monnaie. Sans compter que les gars, ils rentrent dans ChatGPT avec des niveaux de valorisation qui feraient peur à une bulle Internet. Mais tout le monde trouve ça absolument génial et c'est le plus important. Finalement, on se rend compte toujours qu'il suffit d'un bon narratif, d'une belle histoire pour qu'on puisse s'éclater avec n'importe quoi dans le monde merveilleux de la finance. Dans le reste des nouvelles, il faut tout de même noter que les dockers sont suspendus leur grève jusqu'en janvier pour laisser du temps afin de trouver un deal. Alors on voit que dès que c'est les dockers qui commencent à taper sur la table, alors tout d'un coup, on trouve des arrangements parce que ça flippe un maximum.
La nouvelle deadline est donc fixée au 15 janvier, ce qui tombe plutôt bien parce que ça va tomber plus ou moins en même temps que la prise de pouvoir du nouveau président américain et juste au moment où il faudra repenser à mettre un nouveau plafond sur la dette américaine. Donc je peux déjà vous dire que le début de l'année, à partir du 15 janvier, ça va être super chaud. Et puis alors à propos des dockers, il y a petite anecdote rigolote, notez et tenez-vous bien surtout, communiqué de presse hier, les fabricants de papier de toilette aux USA ont dû démentir la probabilité d'un shortage de PQ à cause des dockers. Il y avait une rumeur qui circulait sur les réseaux sociaux, donc les gars ils ont dû démentir. Donc là on est en train de se faire un petit retour en mode Covid pour se souvenir quand il y avait une tripotée débile qui allait dans les supermarchés pour acheter des rouleaux de PQ à coût de 800 et 1000 PQ au cas où il n'y en aurait plus, jamais. Toujours est-il que l'honneur est sauf, il n'y a pas de shortage, il y aura toujours du PQ disponible et les dockers retournent au boulot à partir de ce matin. Et puis la dette US, alors on en parlait il y a quelques instants, elle est à nouveau en plein délire. Alors récemment, elle a augmenté de 345 milliards de dollars au cours des 3 derniers jours. 3 jours, 345 milliards de dollars, ce qui la propulse dorénavant à un nouveau record historique de 35 700 milliards de dollars. Alors au-delà de ce chiffre stratosphérique, il faudra aussi noter que depuis juin 2023, la dette a augmenté de 4 000 milliards, autrement dit 14%. Et le plus marrant, le plus drôle dans tout ça, c'est que sur la même période, le PIB n'aura augmenté que de 1500 milliards. Autrement dit, 6%. Et autrement dit encore, la dette américaine croît 2,7 fois plus vite que la croissance de l'économie américaine. Donc assez logiquement, on peut résumer ça très très bien. Ça va sûrement bien se passer. Je pense que la stratégie du gouvernement américain va parfaitement dans la bonne direction, la direction du mur. Aujourd'hui, entre vous et moi, je vais être très franc, il n'y aura pas d'autres chiffres que les non-farm payrolls, comme ça on aura bien le temps de les analyser, de les décortiquer et de voir de combien les guignols du BLS se sont gourés cette fois, surtout sur les mois précédents. Voilà, merci d'avoir été avec moi ce matin, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, à liker cette vidéo, à la partager, la commenter, et puis nous, on se retrouve demain pour un rapport complet sur la semaine, autrement dit un Swiss Bliss, et pour ceux qui n'ont pas le temps parce qu'ils vont skier ce week-end, on se revoit lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live pour débriefer sur ce qui s'est passé et appréhender ce nouveau monde rempli de nouveaux mots et d'un peu moins de raffineries pétrolières en Iran. Allez, bonne journée, bon week-end, bye bye.